Notre voyage à la découverte du Latium commence par Rome, la ville qui, plus que les autres, témoigne d'un passé riche d'histoire et de chefs-d'œuvre artistiques. La première page que nous ouvrons est celle de la place de Venise, en plein centre historique. Le monument colossal qui domine la place, le Victorien, fut dédié à Victor Emmanuel II pour célébrer l'unité du pays. Derrière le Victorien se dresse le Capitole, la plus petite des 7 collines de Rome, voire aussi la plus éminente et la plus noble, symbole de la vie religieuse et politique de la ville. Au centre de la place du Capitole, on peut admirer le célèbre monument équestre de Marc Aurèle, copie de l'original conservé à l'entrée du musée du Capitole, situé sur le côté gauche de la place. En face, vous trouvez le Palazzo dei Conservatori, qui abrite la plus ancienne collection au monde de sculptures classiques. Entre autres, la Louve, œuvre étrusque du VIe siècle avant Jésus-Christ, et symbole légendaire de Rome et de ses origines. Du haut de la terrasse, située au dos du palais sénatorial, nous pouvons admirer la vue la plus complète sur le Forum romain, l'immense place de la Rome antique, qui fut pendant 10 siècles le centre de toute activité et le berceau de la civilisation romaine et occidentale. Le majestueux amphithéâtre Flavius, ou Colisée, est le plus important monument de l'époque romaine. Il fut commencé par Vespasien en 72 après Jésus-Christ et achevé par son fils Titus 8 ans plus tard. Il pouvait accueillir environ 70 000 spectateurs. Le Colisée était principalement destiné aux combats de gladiateurs et à la chasse des bêtes féroces. À proximité de l'amphithéâtre se dresse l'imposant Arc de Triomphe de Constantin. Sur le grand espace qui sépare le Palatin de l'Aventin, on découvre le site originel du Cirque Maxime, le plus grand stade de course de chars, biges et quadriges. Ces gradins pouvaient accueillir 250 000 spectateurs. Souvent, le cirque fut aussi le théâtre du martyre des chrétiens, qui étaient ensuite enterrés dans les catacombes sur la voie appienne en dehors de la ville. Cette route conduisait hors de Rome en passant par la porte appienne ou par la porte de Saint-Sébastien. Cette dernière fait partie des remparts auréliens construits vers l'an 272 après Jésus-Christ et encore très bien conservés. Le long de la voie appienne, on peut visiter les catacombes. Les plus anciennes sont celles de Saint-Caliste, qui, comme toutes les autres, se déploie sur 3 niveaux souterrains en labyrinthe. Le triomphe du christianisme sur le paganisme trouve son plus haut symbole dans la basilique de Saint-Jean de Latran, que Constantin fit construire sur les propriétés de la famille Laterani. C'est là que résideront les papes jusqu'en 1378, date à laquelle ils s'installèrent au Vatican. L'intérieur fut aménagé par Borromini en 1650. Le style est un baroque quelque peu alourdi par les imposantes statues des apôtres réalisées par les élèves de Bernini.
Parmi les basiliques patriarcales romaines, Saint-Paul hors les murs, la plus grande église de Rome après Saint-Pierre, mérite aussi notre attention. De juste devant l'entrée de l'église, le splendide portique abrite la statue de Saint-Paul. L'intérieur de cette église est imposant, classique et solennel. 4 rangées de colonnes de granit subdivisent la basilique en 5 nefs. On peut y admirer le plafond en caisson orné de reliefs dorés, avec au centre les armoiries du pape Pie IX. La prochaine basilique patriarcale est celle de Sainte-Marie Majeure. La légende raconte qu'elle se matérialisa lors d'une chute de neige miraculeuse le 5 août de l'an 356. Elle fut consacrée par Sixte III en 431. L'intérieur présente encore un pavement du XIIe siècle de riches mosaïques et un plafond en caisson du XVIe siècle orné des armoiries du pape Alexandre VI Borgia qui le fit dorer avec l'or venu d'Amérique. L'île du Tibre est reliée d'un côté aux rives du Tibre par le pont Fabricius, construit en l'an 62 avant Jésus-Christ et très bien conservé. Pas loin de là, une autre église, Santa Maria in Cos Medin. Sous son portique, on peut admirer la célèbre bouche de la vérité, effigie en marbre d'une divinité fluviale qui, d'après la légende, mordait la main des parjures. En face, on peut admirer le temple ionien de la fortune virile et le petit temple rond de Vesta. Les deux bien conservés remontent à l'époque d'Auguste. La zone du champ de Mars comprend une vaste surface qui, à l'époque des Romains, était recouverte de champs cultivés et dédiés au dieu Mars. Et c'est ici que l'on trouve l'une des plus belles places romaines, Piazza Navona. Au centre, le célèbre monument de Bernini, la fontaine des 4 fleuves, une représentation allégorique des 4 continents connus à cette époque et symbolisée par 4 fleuves, le Nil, le Gange, le Danube et le Rio de la Plata. Depuis Piazza Navona, on rejoint facilement Piazza della Rotonda, où se trouve l'édifice le mieux conservé de l'époque impériale, le Panthéon. Ce monument, dont le nom signifie « tous les dieux », fut construit par Agrippa, gendre d'Auguste, qui le dédia aux principales divinités planétaires. La construction telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui remonte cependant à l'époque de l'empereur Hadrien, l'une des plus grandes personnalités de la Rome antique.
L'intérieur, qui abrite la dépouille de l'un des plus grands peintres italiens, Raphaël, et celle des derniers rois d'Italie, est solennel et grandiose. La salle circulaire est couverte d'une coupole immense de 43 mètres de diamètre. C'est la plus grande au monde construite sans charpente. Pour savourer une autre belle vue de Rome, il faut monter au Gianicolo. Au milieu de la place se dresse imposante la statue de Giuseppe Garibaldi, l'artisan de l'unité de l'Italie. Place de la République est l'une des plus belles places de Rome. La fontaine des Naïades en est la démonstration la plus évidente. De forme circulaire, elle se compose de 4 groupes de statues en bronze représentant les 4 divinités marines. Réalisée au XVIIIe siècle par Nicola Salvi, la fontaine de Trévi est un alliage extraordinaire d'éléments propres à l'architecture et d'évocation naturelle. L'effet qui découle de ce mélange des genres est tout à fait spectaculaire. Rappelons la célèbre tradition qui consiste à jeter une pièce de monnaie dans la fontaine pour être sûr de revenir un jour dans la ville éternelle. La Villa Borghese est le parc romain le plus connu. Il s'agit d'une ancienne propriété qui appartenait dans le temps à la famille qui donna le nom à la villa. On peut y visiter entre autres un musée où est conservée une collection privée de grande valeur, la Galerie Borghese. À la sortie du musée, on accède au jardin du Pincio et sa célèbre terrasse donnant sur l'une des plus importantes places romaines, Piazza del Popolo. Jetons maintenant un coup d'œil à ce quartier du XVIIIe siècle. Ici, le grand escalier de la Trinità dei Monti qui ouvre l'accès sur la place d'Espagne. Au milieu, une célèbre fontaine servant de décor à la place. Il s'agit de la Barcaccia, réalisée par Pietro Bernini, père du plus célèbre Gian Lorenzo. Mais c'est sur les rives du Tibre qu'Adrien fit construire le monument le plus imposant, la Mole Adriana, son mausolée. Cette construction devint ensuite une forteresse à l'époque d'Aurélien, et au Moyen-Âge, elle prit le nom de Château Saint-Ange, après que l'archange Michel apparut au pape Grégoire Ier pour lui annoncer la fin d'une épidémie. Du haut du château Saint-Ange, on peut admirer une vue splendide sur Rome, dominée par l'immense basilique de Saint-Pierre, avec son célèbre dôme, surnommé affectueusement Cupolone, la grosse coupole. La place fut réalisée vers la moitié du XVIIe siècle par Gian Lorenzo Bernini en 11 ans à peine. Elle est entourée par 284 colonnes disposées sur 4 fils. La première basilique fut construite sur la tombe de Saint-Pierre et inaugurée en 349 après Jésus-Christ. L'actuelle construction commença en 1506 sous le pape Jules II. Et il fallut 120 ans pour l'achever. Le visiteur a du mal au premier coup d'œil à appréhender l'immensité qui se dégage de l'intérieur. Une église de 119 mètres de long pouvant accueillir jusqu'à 60 000 personnes. L'austère statue en bronze de Saint-Pierre est attribuée au sculpteur florentin
Arnolfo di Cambio, XIIIe siècle. Dans la première chapelle, à droite, on peut admirer la sculpture la plus précieuse de l'église, la Pitié de Michel-Ange, un chef-d'œuvre réalisé alors que l'artiste n'avait que 24 ans. Depuis le dôme, on peut admirer la vue sur les jardins du Vatican et sur la ville éternelle. Le style prédominant au Vatican est celui de la Renaissance. On y trouve des œuvres d'art d'une valeur inestimable. Les chambres de Raphaël forment les appartements privés du pape. Ce fut Jules II qui les fit décorer par ce grand artiste. Le lieu le plus célèbre est certainement la chapelle Sixtine, qui doit son nom au pape Six IV. Achevé en 1480, c'est le lieu de réunion du conclave pour l'élection du pape. Nous allons maintenant à Tivoli, une jolie petite ville située à quelques kilomètres de Rome, pour y visiter deux demeures spectaculaires du passé. Nous sommes à la Villa d'Este. Et c'est ici que Ippolito d'Este, cardinal de Ferrare, qui venait à peine d'être élu gouverneur de la ville de Tivoli, voulut transformer le vieux couvent bénédictin, dont le gouvernement avait son siège, en une splendide villa, à même d'imiter les anciennes résidences romaines et surtout la fameuse villa de l'empereur Adrien. Pour ceci, le cardinal chargea un des plus célèbres architectes de l'époque, Piero Ligorio, de créer un véritable parc de merveilles aussi bien esthétiques que techniques. En effet, le parc descend peu à peu en terrasse sur la campagne romaine. Il est tapissé d'arbres centenaires et embelli de partout d'un grand nombre de statues, de fontaines, de décorations qui éblouissent chaque visiteur. Le coin le plus célèbre est celui des 100 fontaines, où, à perte de vue, des bouches d'eau remplissent une longue allée, créant une scénographie extrêmement suggestive. Mais les merveilles de cette belle villa ne s'arrêtent pas à Villa d'Este. En fait, ici même, on peut visiter un des ensembles monumentaux les plus spectaculaires de la civilisation romaine. C'est la Villa Adrienne.
Elle fut construite au IIe siècle après Jésus-Christ par l'empereur Hadrien qui y transféra toute sa fine culture appartenant à la fin de la période de l'art hellénistique, en y insérant les théâtres et les bibliothèques qui évoquent les sites qu'il avait visités au cours de ses nombreux voyages dans les provinces orientales de l'Empire. Il fallut 20 ans pour la compléter, mais à la fin, elle devint la villa romaine la plus grande et la plus splendide qu'on ait héritée. L'endroit le plus connu de la villa est le Canoppo, un autre splendide bassin entouré d'un merveilleux portique de colonnes décoré de multiples statues. Le théâtre maritime est aussi un endroit suggestif et hors du commun. Il est constitué d'une petite île entourée d'un canal sur lequel était construite une petite domus, complètement isolée et qui considérait un lieu d'étude très privé et réservé à l'empereur. C'est un lieu magique et d'une importance historique et culturelle extraordinaire qui rend honneur à une ville petite et importante, une étape obligatoire pour connaître le grand passé du monde romain. Mais il y a d'autres lieux encore qui évoquent les aventures extraordinaires des grands peuples du passé. Nous voici à Tarquinia, dans le règne le plus mythique du peuple le plus mystérieux de tous, les Étrusques. Selon la légende, la grande ville étrusque Tarxuna ou Tarxa aurait été fondée par Tarconte, frère ou fils de Tyrrhéno. Au cours des siècles, la localité devint un des principaux centres d'un peuple mythique, les Étrusques. Leur monde mystérieux nous a été dévoilé grâce aux fresques découvertes dans les tombes de leur nécropole. Ce fut le culte extraordinaire que ce peuple avait pour les morts qui les poussa à construire des milliers de tombes, toutes décorées de fresques formant un kaléidoscope plein d'images et de couleurs. Jusqu'à ce jour, 5700 fresques ont été découvertes, qui vont du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque romaine. Il est impossible d'oublier cette visite, et bien que des milliers d'années soient passées, les visiteurs et les chercheurs demeurent encore stupéfaits. Ces visiteurs et ces chercheurs sont passionnés par la perfection et par la technique de réalisation qui a défié le temps, le froid, l'humidité et, du moins, dans bon nombre de cas, pour l'avidité des tombaroli, saccageurs, qui depuis des années ont pillé cette merveilleuse zone d'art, de culture et d'histoire.
De nos jours, un grand nombre de vestiges qui ont été trouvés sont conservés dans un grand musée aménagé à l'intérieur du palais Vitelleschi. Une immense collection de vases, de plaques funéraires, de sarcophages, de bibelots et de bijoux offre une image éblouissante sur ce que devait être la vie du peuple italien durant l'Antiquité. Nous continuons vers le nord pour visiter une des villes de la région les plus fascinantes, Viterbe. Son histoire est même imprimée dans son nom, qui dérive donc de Vetus Urbis, vieille ville. De nos jours encore, une grande enceinte de 5 km de long enlace le cœur de la ville. Pendant des siècles, Viterbe fut le théâtre de lutte entre les pouvoirs opposés et puissants. Et cette porte ouvre les murs. Le cœur de la ville est Piazza del Plebiscito. Sur 3 côtés, elle est entourée de bâtiments qui ont été construits pour recevoir les administrations communales. Le palais del Podesta, de 1264, le palais de la préfecture et le palais dei Priori, qui est actuellement le siège de la mairie, édifié à la fin du XVe siècle durant le pontificat de Sisto IV. Le quartier de San Pellegrino est le mieux conservé de la ville. Et c'est pourquoi c'est l'exemple même du bourg médiéval resté intact et qui a été continuellement enrichi par la présence de nombreuses représentations artistiques. Finalement, l'endroit le plus célèbre, place San Lorenzo, un élégant espace urbain très grand où domine le dôme solennel, érigé selon la tradition du XIIe siècle à l'emplacement d'un ancien temple d'Hercule, célèbre fondateur de Viterbe. L'intérieur est à 3 nefs et conserve de nombreuses œuvres de grande qualité artistique. De l'autre côté de la place se dresse le célèbre palais papal, témoin de nombreux événements liés à l'histoire du pape, qui souvent sont dramatiques. Le palais fut vendu en 1255 par le capitaine du peuple Rainero Gatti, comme demeure des papes qui n'hésitèrent pas à se réfugier dans ses chambres pour échapper aux événements dramatiques qui bouleversèrent souvent la curie romaine. Une belle montée d'escalier conduit à une colonnade de style gothique. Sur le côté postérieur, on entrevoit une grande salle sans toit, due certainement à un événement historique. En effet, en 1271, Rainero Gatti, ne pouvant élire le pape à cause de l'agressivité des cardinaux, les fit enfermer à clé, d'où le mot conclave, c'est-à-dire cum clave, puis fit démolir le toit de la salle, mais arriva à obtenir le nom si attendu du pape élu après seulement 33 mois et après les avoir privés de leur vivre. À partir de ce jour, c'est le pape Grégoire X qui établit les normes, qui depuis règle les conclaves.
Restons dans la province de Viterbe pour visiter l'un des villages les plus suggestifs de la région, Bagnoregio. Perché au sommet d'un contrefort de tuf, le village apparaît comme une vision hors du temps et qui peut se vanter d'avoir un fils célèbre. En effet, en 1221, naissait Giovanni de Fidanza, devenu célèbre comme Bonaventura, un des plus grands philosophes et théologiens chrétiens. De nos jours, il faut passer sur un pont long et hardi pour entrer dans le bourg. Il est le témoignage du malheureux destin de ces lieux, car en effet le pont s'ébrèche lentement sous l'effet de son propre poids et s'effondre dans le terrain qui le supporte. Pour cette raison, ce village est surnommé la ville mourante, et la visite à l'intérieur rend parfaitement l'idée de souffrance. On dirait une crèche cristallisée dans le temps où l'on peut admirer des portails en basalte, des cippes funéraires romains, des colonnes de grès d'un vieux temple païen, des maisons médiévales du XVe siècle. C'est une visite émotionnante et d'une grande beauté. C'est un autre bourg apparemment solitaire. Lui aussi est perché sur un contrefort. Ce promontoire s'élève de façon majestueuse sur la vallée du Treia. Le bourg de Calcatavecchia naît dans une zone que beaucoup de personnes auront des difficultés à reconnaître. Et pourtant, il l'avait connu à travers de nombreux films à succès. La vallée du Treia, qui est devenue un splendide parc naturel, est un lieu où un bon nombre de films western ont été tournés. Cette vallée a été choisie pour l'endroit sauvage et absolument naturel. De nos jours, le bourg semble désert, mais au fur et à mesure qu'on le visite, on découvrira un microscope d'artistes et d'artisans qui en ont fait leur demeure favorite. Les vieilles maisons, les ruelles inaccessibles,
la suggestive petite place ont été enrichies de délicieuses œuvres d'art. En descendant vers le sud, nous entrons dans une des zones les plus intéressantes de la région, la Ciociaria. Ici, nous sommes à Palestrina, une charmante petite ville, patrie d'un grand musicien du XVIe siècle, Giovanni Pierluigi, dit justement de Palestrina. Cette ville conserve encore d'intéressantes œuvres d'art, mais ce qui attire le plus le visiteur, c'est sans aucun doute le sanctuaire. Le monument le plus célèbre de la ville est certainement l'immense et spectaculaire temple de la Fortuno Primigenia, l'un des plus importants sanctuaires de toute l'Antiquité. Le temple date d'environ du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une œuvre exceptionnelle sur le plan technique et artistique. Sa structure peut être considérée comme l'un des plus grands exemples d'architecture hellénistique en Italie. À l'intérieur se trouve le musée national archéologique de Palestrina. C'est un musée qui conserve des pièces de grande valeur provenant des restes du sanctuaire et de ce qui a été retrouvé dans le territoire de Praeneste. Des œuvres de différentes provenances y sont également présentes, comme par exemple la grande mosaïque nilotique. Il s'agit d'un splendide tableau visuel qui remonte à l'an 80 avant Jésus-Christ et représente l'inondation provoquée par le Nil. C'est une œuvre d'une grande valeur artistique qui représente une véritable photographie de l'Égypte d'une certaine époque. Nous avons une autre célèbre pièce du musée, c'est la Triade Capitolina. Il s'agit d'une splendide sculpture de marbre qui représente l'unique exemplaire au monde de sculpture antique en mesure de nous montrer les trois divinités tutélaires de Rome réunies, Jupiter, Junon et Minerve. Nous restons en Ciociaria, un des plus beaux endroits du Latium, pour visiter Alatri. Il s'agit d'une splendide ville antique, juchée tout autour de son acropole. Alatri s'est défendue grâce à de grandes murailles mégalithiques formées d'immenses pierres édifiées à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ.
place Santa Maria Maggiore est le cœur même de la ville. Au centre se dresse la Fontana Pia, érigée en 1870 en signe de gratitude au pape Pio IX, qui a témoigné sa générosité pour cette ville. En face, nous avons la belle église Santa Maria, en style roman et gothique. Sa structure d'origine remonte, oserons-nous dire, au 5e siècle. Les statues et les fresques conservées à l'intérieur sont intéressantes. Elles datent du XIIe siècle et des siècles suivants. En poursuivant notre promenade, nous arrivons à Sperlonga, petite ville de mer parmi les plus célèbres du Latium. Il s'agit d'un ancien bourg marin, et bien que ce soit l'un des centres balnéaires les plus réputés de la côte, il n'a rien perdu de son charme. C'est un petit coin antique composé de petites maisons blanches où les ruelles se précipitent vers la mer. Ruelles que l'on parcourt à pied et que l'on doit admirer comme un tableau d'auteur aux multiples couleurs, sans oublier les paysages d'une variété et d'un charme particulier. Cette localité a été également le témoignage d'une longue histoire, ne serait-ce que pour commencer par ces fameuses grottes. Dans l'une d'elles en particulier, on a découvert d'exceptionnels vestiges romains qui conduisirent à la reconstruction d'une ville à proprement parler, insérée dans la montagne, et fut appelée la grotte de Tiberio, due au nom de l'empereur qui y habita. De nos jours, les splendides vestiges retrouvés dans l'ancienne nymphée sont exposés dans un musée moderne situé dans ses environs et qui nous donne la possibilité de nous plonger dans un monde riche en art et en beauté.
Nous terminerons notre voyage dans cette merveilleuse région en naviguant vers les magnifiques îles qui composent un petit archipel au large de Capo Circeo. Nous débarquons à Ponza, une île parmi les plus fascinantes de nos mers. Ponza était renommée autrefois pour la pêche au mérou et pour sa mer limpide. L'île vit encore aujourd'hui autour de son vieux port construit par les Bourbons à la fin du XVIIIe siècle. L'île de Ponza doit être vécue de la mer en parcourant 20 km de côte sur de petites embarcations que l'on peut louer un peu partout sur l'île. Chacun pourra choisir sa petite plage privée, comme la célèbre Chiaia di Luna, qui se présente comme une fine langue de sable adossée à un mur en roche blanche et qui communique avec le port par un long tunnel creusé par les Romains. Sans parler des petites calanques d'eau bleu turquoise qui ont rendu cette localité l'une des îles les plus belles de toute la mer Méditerranée. Non loin de Ponza, nous pourrons visiter la petite île de Zanone. Autrefois privée, elle est partie intégrante du petit parc national du Circeo, mais néanmoins importante. De plus, cette localité est recouverte du maquis méditerranéen et d'un grand bois de chênes verts. « 160 variétés d'oiseaux environ y migrent à chaque saison et font l'objet d'une étude approfondie.
Pour arriver tout en haut, nous avons emprunté un sentier qui offre un panorama à couper le souffle. Ici, nous trouvons les ruines du couvent bénédictin de Santo Spirito, abandonné par les moines au XIIIe siècle, qui se sont transférés à Gaète. Et pour finir, nous trouvons Ventotene, dernier joyau de cette région magique. L'île a une surface de guère plus d'1 km². Néanmoins, elle possède une histoire que bien peu d'îles peuvent se vanter d'avoir. Au début de l'époque impériale romaine, trônait en effet une somptueuse villa qui fut construite pour recevoir Julia, la fille de l'empereur Auguste. Ce dernier avait été obligé de l'envoyer en exil pour son immoralité. Cette anecdote donna l'opportunité à ce petit coin de mer de se faire connaître à l'époque romaine, à commencer par son merveilleux port, unique témoignage de l'Antiquité qui nous soit resté et qui est encore aujourd'hui en fonction. Les plus beaux vestiges sont conservés dans un petit musée et sont en mesure de nous rappeler pour la énième fois l'histoire imposante de cette merveilleuse région. Nous pouvons assurer, sans crainte d'être démentis, qu'une bonne partie de la civilisation occidentale est née de cette terre.